Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos fours sont paradoxalement à l'origine de vos succès. Vos plats et des convives qui ont une bonne descente vous ont conduit vers les sommets. Votre simplicité est telle que pour vous recevoir au micro de Sud Radio, on n'a pas besoin de mettre les petits plats dans les grands. Bonjour Guy Savoie. Bonjour cher Jacques Pessis. Je crois que j'ai fait la totale. Là, je reconnais que atteindre les... Ouais, il faut avoir une bonne descente. Oui, d'accord. Bon, écoutez, merci. Merci à vous d'être là pour ces 2 livres qui sortent, Le geste et la manière au Cherche-Midi, et puis Les écrivains du XVIe siècle chez Hercher. On va en parler tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Alors, vous étiez venu tout au début des clés d'une vie, mais j'ai trouvé d'autres choses, notamment le 16 mai 1965. C'est le jour où Bourgoin-Jallieu devient championne de 2e division. C'est un événement. Ah ben, c'est un événement qui a marqué ma vie. Moi, j'avais à peine 12 ans, et d'un seul coup, cette ville tranquille est propulsée dans l'actualité, et c'était fabuleux de voir tout cet engouement qu'il y avait pour ce résultat, champion de France de 2e division. Le score du match était inscrit sur les portières des voitures. 14-6. 14-6, bravo. La ville était en liesse, et moi, je me souviens, avec mon frère, on s'est dit, écoute, au mois de septembre, on va s'inscrire à l'école de rugby. Et c'est vrai que cette inscription à l'école de rugby a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, quoi. J'ai par habitude de dire que j'ai appris plus de choses à l'école de rugby qu'à l'école tout court, avec un profond respect avec tous mes instituteurs qui m'ont appris à lire, écrire et compter. Mais c'est vrai qu'avec ce sport a marqué un nouveau départ dans ma vie, en prenant conscience des paramètres essentiels, qu'en équipe on est plus fort, que c'est pas parce qu'on subit un monstrueux plaquage qu'on peut pas marquer un essai 3 minutes après. Enfin, voilà, des tranches de vie sur 80 minutes qui vous permettent de vivre des bons moments et puis des moments un peu plus douloureux et de ne pas en faire une montagne. Voilà, on siffle la fin du match, donc c'est heureusement pas la fin de la vie. Et puis on s'aperçoit que c'est avec des gens très différents qu'on fait une équipe homogène et cohérente, ce que je mets en pratique tous les jours. Et c'est pas à Sud Radio qui est la station du rugby, puisqu'on l'a tous les week-ends, qu'on va vous démentir. Et c'est vrai que ce sport, vous étiez, je crois, dans les cadets du club sportif de Bourgoin. Oui, d'abord école de rugby, et après cadet, quoi. Donc mes cadets, j'ai arrêté. En plus, pourquoi je suis pas passeur en junior? Parce que je suis rentré en apprentissage, d'abord en pâtisserie, ensuite en cuisine. Et puis, vous savez, ce sont des métiers où on travaille, on peut travailler le soir, on travaille le dimanche, donc les entraînements devenaient impossibles et les matchs encore plus impossibles. Alors il se trouve que Bourgoin-Jallieu, c'est pas seulement le pays du rugby, même si c'est une culture locale, Guy Savoie. Il y a eu dans les années 40-70 la pratique du jeu de boules, la boule lyonnaise, avec le Clos de la Bricole qui a accueilli un important tournoi international. Je ne sais pas si vous le savez. Le Clos de la Bricole, mais peut-être. La bricole boule d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, on venait d'Italie, d'Espagne, de Belgique pour jouer à ces parties. À la lyonnaise, absolument. Alors, vous êtes né à Bourgoin, qui n'était pas encore Bourgoin-Jallieu. Alors, moi, non, je suis né à Nevers, mais mes parents sont venus s'installer à Bourgoin, j'avais 2 ans. Oui. Donc, j'ai grandi à Bourgoin-Jallieu. Les 2 villes n'étaient encore pas paxées, donc j'ai vraiment grandi à Bourgoin. Et je ne sais pas en quelle année a eu lieu d'ailleurs la fusion des 2 villes. C'est le 25 juin 65, voilà. Après les élections municipales, et ce que ça a été décidé. Et dans la nuit du 31 décembre 66 au 1er janvier 67, les cloches de Bourgoin et de Jallieu pour une réconciliation après 700 ans de séparation. C'est beau, non? Oui, c'est magnifique. Et c'était un vœu du conseil municipal. Absolument. Donc, belle ouverture d'esprit. Et puis, il y a une chanson qui résume votre père. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain, ils remuent leur derrière. Cette chanson de Charles Trenet, d'ailleurs, qui a été écrite une nuit, il se trouve dans un parc à Göteborg, en Suède, après un récital. Et au lieu d'aller au dîner de l'ambassade, il va se promener, il voit ses statues et il écrit la chanson. Et si je dis ça, c'est que votre père, son métier, c'était les jardins, Guy Savoie. Il était jardinier à la ville de Bourgoin. Et ma maman, d'abord, tenait la buvette qui était au milieu du jardin de ville, comme dans la plupart des jardins de ville de notre pays. Il y a toujours un immense jardin, et puis au milieu, il y a une buvette pour que les familles puissent
se réhydrater les jours d'été. Et voilà, et cette petite buvette, au fil du temps, est devenue un vrai restaurant. Voilà. Et c'est amusant, enfin je sais pas si c'est amusant, mais vous passiez cette chanson parce que le jour des obsèques de mon papa, j'ai tenu à passer cette chanson. Je ne savais pas. Ouais. Alors, je crois que vous partiez justement à l'école par parents de jardin avec une pomme tous les jours. Alors, c'est vrai que notre père, j'ai un frère et une sœur, tous les matins, nous mettait une pomme dans notre cartable. Bon, une pomme qui correspondait, je dirais, à sa période idéale de maturité. Donc, c'était des variétés très, 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 très différentes. Et moi, cette pomme, c'était un premier objectif gourmand dans la matinée. C'est-à-dire que la première partie de la matinée, je pensais à la pomme que j'allais pouvoir manger à la récréation. Et après cette récréation, je pensais au repas qu'avait préparé notre mère. Et voilà, donc j'étais déjà très focalisé sur sans jeu de mots, ces menus plaisirs. Exactement. Et le premier plat que vous avez préparé, je crois, vos débuts dans la cuisine, ce sont des langues de chat. Alors oui, l'histoire des langues de chat, parce qu'à l'époque, Cher Jacques, on n'allait pas à l'école le jeudi, et on passait normalement les jeudis à l'extérieur, mais ce jour-là, la météo était vraiment très mauvaise, et ma mère m'a demandé de l'assister pour faire des langues de chat. Et quand j'ai pu faire, donc mélanger du sel, déjà ça m'a surpris, du sel dans un petit biscuit sucré, du sel, du sucre, de la farine, du beurre et un peu de blanc d'œuf. Je trouve un peu curieux cette pâte qui était ni une pâte ni un liquide, quoi, qui avait une consistance un peu bizarre. J'ai compris pourquoi, parce qu'elle a tracé avec une poche à douille des petits boudins sur une plaque qu'elle a enfourné. Elle m'a demandé de surveiller. À l'époque, les fours n'avaient pas de vide, donc il fallait que j'ouvre très souvent cette porte, d'ailleurs, parce que j'étais impatient, et puis pour assister en direct à une magie incroyable, parce qu'en quelques minutes, ces petits rouleaux, enfin ces petits boudins qu'elle avait dessinés avec sa poche à douille sur la plaque, se sont aplatis, ont commencé à prendre de la couleur sur le tour, ça sentait bon dans la cuisine. À un moment, je l'alerte, je lui dis, je pense que c'est cuit. Elle les a sortis, démoulés, je dirais, sur la toile cirée, et puis ça sentait bon, c'est devenu croustillant. J'ai dit, mais c'est magique. Et voilà, à chaque fois que je vois un plat sortir de la cuisine, j'ai cette même impression de magie. Et je me suis un peu renseigné, les langues de chat, Guy Savoie, la première production date de 1892 en Allemagne et en Autriche. C'est né là-bas. Écoutez, voilà, bon, c'est presque... Je ne sais pas si on peut parler de viennoiserie, si ça vient d'Autriche. Je ne pense pas. Alors finalement, la cuisine, il y avait ce restaurant L'Esplanade que votre mère a ouvert, et c'était votre terrain de jeu favori au départ. Bien, ce restaurant, c'est vrai que ce restaurant, vous savez, c'est d'abord une buvette. Cette buvette, il y avait aussi des jeux de boules. Les familles venaient le dimanche après-midi, et c'était fréquent de voir passer... 1 litre de bière, 1 litre de limonade et 14 verres. Vous voyez, c'était l'endroit champêtre, familial. Les hommes jouaient aux boules, les mamans s'occupaient des enfants. Et puis un jour, je ne sais pas lequel des habitués a dit, on casserait bien la croûte avant de redescendre. Il faut imaginer, l'Esplanade était au-dessus de la ville, hein, on dominait la ville de Bourgoin. Et puis voilà, c'est comme ça. Un jour, elle a commencé à faire des assiettes de charcuterie avec des fromages blancs. L'année d'après, elle a osé faire des omelettes. Et puis ainsi de suite. Il y avait un vivier. Mon père y a mis des truites. Donc les convives pouvaient pêcher eux-mêmes leurs truites. Et puis voilà, donc moi j'ai été baigné là-dedans. Après, elle a fait ses glaces, hein, avec l'aide de Louis Marchand, qui a été mon maître d'apprentissage pour la pâtisserie. Et puis tout ça, donc... Et il fallait que tout le monde mette la main à la pâte, c'est le cas de le dire, puisque ce lieu était bien sûr familial quant à la fréquentation, mais aussi familial quant à l'organisation. Et comme j'étais l'aîné, eh bien d'emblée, moi je me suis mis à la cuisine avec ma mère, mais dès mon plus jeune âge, et voilà, je l'assistais, et j'étais capable de faire une omelette, cuire une truite meunière, et ensuite préparer un coq au vin, enfin tous les plats qu'on peut faire dans ces restaurants de famille, et qui sont des vrais lieux des vrais lieux de vie, en fait. Oui, et puis il y avait aussi, pour vous faire aimer la cuisine, une émission qui passait le lundi soir à 18h30 sur la seule chaîne de télévision en noir et blanc. Art
Sacrée magie de la cuisine, Ouais, avec Raymond Oliver. Et Catherine Langer, absolument. Et c'est vrai que j'étais fasciné par les gestes de ce cuisinier. Je crois qu'il avait une façon de raconter avec ce bel accent qui était rassurant. Et puis il avait des gestes qui étaient précis et tout. Et je me disais, mais c'est vrai que la cuisine, il y a quelque chose. Encore une fois, je pensais toujours à la magie, quoi. C'était cette magie qui me touchait, cette magie de la transformation. Et ce qui est étonnant, c'est que l'émission était en direct avec les projecteurs pour préparer les plats, et que quand Raymond Oliver repartait rejoindre son restaurant, le Grand Véfour, eh bien toute l'équipe technique se jetait sur la nourriture et mangeait tout. Il y a des images qui existent. Ah bon. C'est extraordinaire. Ben, c'est normal, mais je crois que ça se passe encore comme ça. Hein. Ouais. Et Catherine Langer, c'était l'équivalent de la ménagère de moins de 50 ans à l'époque. Celle qui voulait savoir tout. Absolument, elle posait toujours les questions qu'il fallait poser pour que justement devant notre téléviseur, on ait nous des réponses qu'on souhaitait, quoi, parce que c'était encore une fois cette magie, il fallait quand même l'expliquer. Et la magie a continué. On va en parler avec une autre date, le 5 juin 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Guy Savoie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Guy Savoie. L'actualité, 2 livres, Le geste et la manière, vive la gastronomie française au Cherche-Midi. Et Guy Savoie cuisine les écrivains 16e siècle chez Hercher. On en parle tout à l'heure. Et j'en reviens au 5 juin 1982, une date liée à ce générique. La maison près de la fontaine. Chanson de Nino Ferrer et votre première émission de télévision dans la maison de TF1 avec Evelyne Delia et Jean Lanzy, où vous préparez, je crois, une soupe de poisson émincé. Peut-être, ah oui, alors d'accord. C'est votre première télé. Première télé en 82. Oui. Bon, bravo, cher Jacques, bravo d'avoir trouvé. Vous en souvenez pas cette émission où j'ai un pull à rayures bariolées. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'était votre première télé. Vous étiez tout timide d'ailleurs, toute. Je le suis toujours, hein, oui, face à un micro. Donc il n'y a pas de changement. Et avant, vous n'aviez jamais fait de télé. C'était vraiment. Non, en 82, j'avais 29 ans en fait. Et vous voilà. débutiez. Et les cuisiniers n'étaient pas aussi médiatisés qu'aujourd'hui. C'est vrai que la cuisine n'était pas aussi... il y avait vous l'a rappelé au début, une seule émission autour de la cuisine, et il n'y avait qu'une chaîne. Donc et aujourd'hui, on s'est bien rattrapé, et heureusement d'ailleurs, puisque je crois que tout ce qui se passe autour de la cuisine, que ce soit à la fois dans les restaurants et puis dans les différentes émissions de télévision, prouve l'intérêt grandissant pour cet art de vivre à la française. Voilà. Alors l'art de vivre à la française, ça a commencé pour vous à Roanne chez Jean Troisgros, qui a été votre apprentissage, où vous avez beaucoup travaillé, Guy Savoie. Oui, moi j'ai eu la chance, après un court apprentissage de 9 mois chez monsieur Louis Marchand, qui était le pâtissier de Bourgoin-Jallieu, je suis rentré chez Jean et Pierre Troisgros le 1er avril 70, c'est vrai, pour 3 années... Pour 3 années d'apprentissage, et c'est vrai que l'apprentissage, c'était une période de la vie qui était assez tonique, parce que on bossait, quoi. Ce qui est normal d'ailleurs de bosser. Je crois que dans tous les métiers on bosse, mais là, dans la cuisine, on sait qu'il y a des coups de feu, l'amplitude horaire est importante, et je crois que oui, c'était... Je ne vais pas dire que c'était facile tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a bien des jours où je me disais, mais pourquoi j'ai quitté mon confort, quoi ? Parce qu'à Bourgoin-Jallieu, j'étais bien chez papa et maman à faire mes omelettes, mes truites meunières et autres préparations familiales, ouais. Oui, mais en même temps, il fallait travailler beaucoup, il ne fallait pas hésiter à se brûler. Ça, si on se brûlait, c'est pour ça que, je veux dire, c'est quand je dis le geste, en fait, le geste en cuisine, il doit être précis. Et pour qu'il soit précis, il faut qu'il soit beaucoup travaillé. Hein. Je crois que parce que si le geste n'est pas précis en cuisine, dans le meilleur des cas, on se salit, et puis après, on se coupe ou on se brûle. Alors, je peux vous dire qu'on acquiert très vite la maîtrise du geste, parce qu'on sait que si on veut travailler dans le confort, il faut que le geste soit précis. Et il y avait aussi, à propos de gestes, ceux de Jean Troisgros qui vous fascinaient lorsqu'il découpait quelque chose. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils avaient une manière tous les deux, Jean et Pierre Troisgros, lorsqu'ils cuisinaient, je veux dire, ne se ferait déjà que décrocher. Vous savez, dans toutes les cuisines, on a ce qu'on appelle les barres à dents où sont accrochées les casseroles.
Et le geste pour décrocher cette casserole était magnifique. Il la prenait bien sûr par la casserole, puisque la queue était accrochée au crochet. Et à moitié de la distance entre cette baradan et le fourneau, l'autre main s'emparait du manche de la casserole et elle atterrissait tout doucement sur le fourneau. Et le temps qu'elle chauffe, il avait préparé sa pièce, si c'était une pièce de viande, elle était là, posée devant lui, et il l'assaisonnait avec une précision incroyable, puisque je pense que si on avait pris un microscope, on se serait aperçu que tous les grains de sel étaient vraiment équidistants, tellement le geste était beau. Voilà. Et le temps que cette casserole chauffe, il avait le temps de tout préparer. En fait, c'était une véritable chorégraphie. Et quand vous êtes apprenti, que vous démarrez dans un métier, et que vous voyez en face de vous une telle maîtrise, vous n'avez qu'une envie, c'est de leur ressembler, quoi. Et de vous dire, est-ce que je vais arriver un jour ? Bon, j'encourage tous les apprentis qui nous écoutent. Je vous promets, on y arrive. On y arrive. Et puis un jour, quelqu'un qui est venu dans la cuisine, et là, il a été très impressionné par les frères Trois-Gros. Voici sa voix. Écoutez, je vais vous dire, nous existions avant. Hein. Christian Millot, qui avait fait un stage. Il a fait un stage. Absolument. C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait été journaliste à Paris Presse, il avait créé le Go et Millot, qui a soutenu les jeunes talents dont vous. Et là, il est arrivé chez Trois-Gros un jour. Oui, et puis une semaine de stage avec nous. Oui. Et puis à la fin de ce stage, il a fait comme un rapport de stage, mais ce rapport, il était justement dans ce qui était à l'époque le mensuel Go et Millot. Voilà. Et c'était le temps de ce qu'on appelait la nouvelle cuisine. Cette nouvelle cuisine, elle existait, mais Henri Gault et Christian Millot l'ont qualifiée en fait de nouvelle cuisine. Et oui. Non, et lorsqu'on a quelqu'un comme lui en face de vous et qu'on est apprenti, qu'est-ce qu'on ressent, Guy Savoie ? Alors, pour nous, moi-même, je me rendais pas compte, j'avais 17 ans, je me disais, c'est très bien, on a, je dirais, un journaliste qui vient travailler avec nous. Bon, c'était valorisant pour nous, c'était de se dire, tiens, on intéresse des gens, donc c'était très bien. Et puis je crois qu'il nous posait à la fois beaucoup de questions, et puis il s'était vraiment parfaitement intégré à l'équipe, c'est-à-dire qu'il bossait tout simplement. Et ce qui était marrant, c'était de découvrir dans le magazine ce rapport de stage, quoi. C'était assez extraordinaire. Alors, parmi tous les lieux que vous avez fréquentés ensuite pour apprendre votre métier, Guy Savoie, il y en a un qui vous a permis d'aller en Iran, préparer des repas pour le Shah d'Iran. Ah oui, ça c'était là. En 76, j'avais la chance d'être à l'Oasis à Nanapoul, aussi un 3 étoiles au Michelin. Et là, le Shah d'Iran avait décidé que lors d'une visite de 5 de ses provinces en Iran, il allait avoir tous les soirs un dîner préparé par Louis Houtier, qui était le propriétaire du restaurant l'Oasis à Nanapoul. Donc à l'époque, il emmène une petite équipe. Il y avait Jean-Marie Meulien, qui était le chef de cuisine, un maître d'hôtel, Thomas, et puis moi comme commis, voilà. Donc je me retrouve, je veux dire, à la cour d'Iran, et puis tous les soirs dans une province différente. Et aujourd'hui, c'est toujours un bonheur d'accueillir assez régulièrement l'impératrice, la première fois qu'elle est venue, c'était dans mon premier restaurant rue du Ray. Elle s'en souvenait bien sûr pas du tout, et moi je me souvenais parfaitement qu'elle m'avait offert à Birjan, c'était une oasis extraordinaire, pas très loin de l'Afghanistan. Elle m'avait offert un tapis qui comme tous les tapis, a tout vu, quoi. Les enfants ont tout fait sur ce tapis, et il est toujours impeccable. Et quand je l'avais rappelé cette anecdote, je veux dire, ça a créé un lien, et j'ai le plaisir de l'accueillir souvent chez nous, quoi. Il y avait une plaisanterie qui circulait à l'époque, elle n'est pas très drôle, il faut le dire, c'était quand le chat dit A, Farah dit Ba. Voilà, c'était... Ah, c'est joli. Écoute, alors là, je n'avais jamais entendu, cher Jacques. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a compté dans notre parcours, et on le regrette souvent parce que il vous a vraiment poussé pour que vous vous installiez, c'est Bernard Loiseau, qui était au départ apprenti avec vous chez Trois-Gros. Absolument. Bernard terminait sa troisième année d'apprentissage, alors que moi je faisais ma première année d'apprentissage. Et là est née une vraie complicité. Vraiment, on était très 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 proches. Et il faut dire que
ces quelques années qui en faisaient mon aîné, et puis cette prestance qu'il avait au bout de il avait déjà 2 ans d'apprentissage, que lorsque moi j'en avais encore qu'une semaine. J'étais fasciné par tout ce qu'il connaissait dans la maison. J'étais ébloui déjà par son physique. Il avait déjà une stature, une vraie stature d'adulte. Et c'est vrai qu'on est resté très très proches pendant toutes les années qui ont suivi. Je suivais son parcours qui était très très dynamique, il est très 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 vite passé dans le grand bain. Et voilà. Et un jour, on se voit. Il vient faire une émission de radio, mais c'était à Genève. Et il dit à la journaliste Catherine Michel qui l'interviewait, moi j'ai un copain de chez Trois Gros, c'est Guy Savoie, qui travaille au Lion d'Or à Cologny. Cologny est une bourgade au-dessus du lac de Genève. Et là, je le vois débarquer et j'étais en train, moi, de préparer des poulets. Vous savez, quand on prépare des poulets, il faut les vider, il faut les brider, il faut tout ça. Et il a cette phrase très, très brutale. Il me dit, tu vas pas passer ta vie à vider des culs de poulet. Oui. J'ai dit que j'ai trouvé l'accueil. J'ai dit, Bernard, oui, mais attends, laisse, moi j'ai encore besoin d'un peu de formation et tout ça. Mais il m'a pas lâché, parce qu'après, lorsqu'il a su qu'il quittait Paris pour aller s'installer à Saulieu, il a fait en sorte que ce soit moi qui prenne sa place. Donc la barrière de Clichy. Voilà, la barrière de Clichy. En 77, je prenais sa place à l'établissement géré par Claude Verger. Et c'est comme ça, voilà, c'est pour ça que je parle de parallèle de vie et qui me manque toujours beaucoup. Et il nous manque, et vous avez continué votre parcours jusqu'à aller au sommet. On en parle avec une date très récente, le 24 novembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Guy Savoie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Guy Savoie, mon invité. 2 livres en même temps, Le geste et la manière, au Cherche Midi, la cuisine des écrivains du XVIe siècle chez Hercher. On en reparle, mais pour l'instant, on célèbre un événement, on le fête même, le 24 novembre 2022, je dirais, et de 6. Car pour la 6e fois, ce qui est quand même unique, vous êtes le meilleur restaurant du monde. Oui, c'est à chaque fois, c'est d'abord une angoisse dans les dernières semaines, parce que on a la chance de faire un métier où il y a un grand nombre de distinctions et de prix et de récompenses et tout, et plus on est gâté par ces récompenses et ces prix qui sont normalement annuels. Lorsqu'on arrive à l'une des échéances, on se dit est-ce qu'on va toujours avoir la même place et tout. Et c'est vrai que ce 24 novembre, voilà, donc c'était pour la 6e fois. Alors il faut rappeler ce qu'est la liste. La liste, en fait, c'est la compilation, je ne sais pas si le mot convient, mais d'à peu près 1000 avis sur la planète. Alors ces avis, c'est quoi ? Ce sont des guides, hein, bien sûr. Il y a le Michelin, et puis il y a tous les guides nationaux, puisque ce classement couvre toute la planète. 970 guides, exactement. 970 guides. Alors, guides, parutions et tout. Donc, plus on parle du restaurant en bien sur la planète, et plus vous engrangez des points, comme un tennisman qui gagne des tournois, il emmagasine des points, et puis il y a je sais pas, il y a un algorithme. Voilà. Ne me demandez pas ce que c'est, je connais. C'est un appareil qui permet de faire la synthèse de toutes ces informations. De toutes ces informations, et puis voilà, pour la 6e année consécutive, je sors en tête. Cette année, c'est avec 2 restaurants, le Bernardin de New York, et puis Franzen, qui est un restaurant suédois, voilà, en Suède. Ouais. Mais en même temps, l'avoir une première fois, c'est émouvant. L'avoir la 6e fois, c'est pas la routine quand même. Ah non, vous savez pas, ça fait 53 ans que je fais ce métier. Et je crois que je suis toujours aussi... je crois pas, je suis certain. J'étais toujours convaincu par les bonnes sensations que j'ai au quotidien, les bonnes sensations de voir arriver les produits le matin, de pouvoir les toucher, les bonnes sensations d'échanger avec les équipes pour savoir comment on va les transformer, et puis ces bonnes sensations de cette transformation magique, et puis les bonnes sensations de rencontrer les convives qui ont dégusté et qui ont passé un bon moment. Et tout ça 2 fois par jour, à chaque table et pour chaque convive. Je peux vous dire que ça fait... ça fait beaucoup de combinaisons, mais ça fait aussi beaucoup de sensations. Alors, ce 6e titre, comme les précédents, ça va se terminer par une réception au Quai d'Orsay, que vous connaissez par cœur maintenant, Guy Savoie. Oui, ça se passe toujours. Alors, c'est à la fois très bon enfant et très solennel, parce que les lieux je
je crois que le Quai d'Orsay est l'endroit qui fait le plus de réceptions, puisque c'est l'endroit qui est dédié à toutes les réceptions des délégations étrangères et tout. J'avais parlé avec le chef, une fois il m'avait dit, l'année dernière on a fait 78 000, c'est Thierry Charrier, on a fait 78 000 couverts. Il y a beaucoup de restaurants qui rêveraient de faire 78 000 couverts dans l'année. Ouais. Et le Quai d'Orsay, bon, il y a eu une BD qui est sortie sur Dominique de Villepin, mais à son époque, Michel Alliot-Marie, quand elle était au Quai d'Orsay, avait dit, écoutez, il faut une série télé sur le Quai d'Orsay, je m'en occupe, je connais des gens. Ça s'est jamais fait, mais c'est comme ça. Alors, il faut savoir aussi que pour conserver cette première place, Guy Savoy, il faut travailler énormément et être dans sa cuisine plutôt que sur les plateaux télé. Oui, il faut bon, je veux dire, bien sûr qu'il faut travailler, mais bon, tous ceux qui sont artisans savent ce que le mot travailler veut dire. Il faut travailler, il faut se reposer sur des fournisseurs fiables, il faut avoir des équipes qu'il faut parfaitement, je dirais, entraîner. Hein, comme un match de rugby. Voilà, donc je suis à la fois le capitaine, l'entraîneur, et j'ai rajouté, grâce à mon ami Daniel Herrero, un jour je l'ai écouté dans une émission de radio où il parlait de l'importance du mot entraînant. C'était sur Sud Radio. Alors j'ai rajouté maintenant, je suis capitaine, entraîneur, entraînant, parce que c'est important. Mais ça aussi parce que la transmission, c'est quelque chose de formidable. Moi, je suis totalement issu de la transmission. Moi, si ma mère m'avait pas transmis son savoir, si Louis Marchand, si les frères Trois-Gros, si Louis Houtier, si René Lasserre à Paris ne m'avaient pas transmis, je n'aurais pas pu faire ce métier dans les conditions dans lesquelles je le fais aujourd'hui. Oui, mais il faut aussi, Guy Savoy, surveiller le moindre détail quand un plat part sur une table. Mais bien sûr qu'il faut surveiller, mais c'est ça aussi, je dis, ce que je partage avec les équipes tous les jours, les sensations seront toujours proportionnelles aux efforts. On ne peut pas avoir de sensations s'il n'y a pas d'effort. Et puis, il y a un film qui évoque justement les cuisines, un film devenu culte, c'est celui-ci. La danse du grand restaurant avec Louis de Funès. Ce film avec où il surveille les cuisines, vous l'avez vu bien sûr. Oui, c'est magnifique. Ouais, cette caricature. D'ailleurs, c'est bien sûr que le trait est forcé, mais est amplifié, mais c'est ça, quoi. C'est quand il raconte ce qu'il attend de ses équipes. Voilà, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Et ce fameux ballet avec un ton un peu plus courtois, quand même. Oui, parce que effectivement, il avait un côté hargneux et sympathique de Funès. Et pour préparer cette séquence de grand restaurant où il y a le ballet, il y a eu 1 mois et demi de répétition. Chaque détail était mis au point. Le travail. Ouais. Alors, il y a aussi une chose que vous avez joué bien avant tout le monde, Guy Savoy, c'est la carte de la diversité des nations dans votre restaurant. Oui, la carte déjà de la diversité, bien sûr, des convives, mais aussi dans l'équipe. Je crois qu'actuellement, on doit avoir une quinzaine de nationalités différentes, mais aussi bien, je dirais, en salle, en cuisine, en pâtisserie, en sommellerie, à la plonge. Donc voilà, oui, on s'aperçoit que toutes ces différences de culture, de culture et toutes ces personnalités totalement différentes, participent à la cohésion d'une équipe homogène. Et une équipe que vous avez constituée après avoir beaucoup appris. Au début, vous dormiez 3 heures par nuit parce qu'il fallait aller à Rungis à 3 heures du matin. Oui, tout à fait. Les quelques premiers mois, ça c'est mon épouse qui m'avait dit à l'époque, j'avais dormi à peine 3 heures par nuit. Mais vous savez, lorsque vous ouvrez votre propre et premier restaurant, vous avez forcément une énergie débordante. Autrement, à partir du moment où vous avez pris cette décision et que vous avez décidé de l'assumer, il faut que vous soyez prêt à tout faire. Et c'était pour moi impossible de passer mes commandes par téléphone. Les fournisseurs n'auraient pas compris ce que je souhaitais vraiment. Alors qu'en allant toutes les nuits à Rungis, je pouvais faire moi-même le choix et montrer à ces fournisseurs que j'allais sélectionner ce que je voulais réellement. Et en entamant ce parcours du combattant, Guy Savoy, vous aviez mesuré le travail que ça représentait? Oui et non, mais vous savez que je crois que lorsqu'on a... moi j'ai toujours, bien sûr, vous avez compris, la passion, l'enthousiasme, mais je crois qu'on ne fait pas attention à ça. On n'a qu'une envie, c'est d'avancer. On n'a qu'une envie, c'est que
vos convives passent un bon moment chez vous, et puis, vous faites tout ce qu'il faut, quoi. J'allais dire, c'est aussi simple que ça. Oui, mais il y a les bons et les mauvais moments. Moi, je me souviens du soir où votre restaurant de la rue Troyon a été incendié. Ça a été un drame, mais le lendemain, vous étiez reparti. Écoutez, oui, ça c'était, je me souviens, ça c'était le choc, parce que lorsqu'on m'appelle, c'était un matin justement, en 93, et on m'appelle. Bon, on me dit, et là j'arrive, et je dis, j'y crois pas vraiment. Je dis, on espère toujours au canular de très mauvais goût. Et puis j'arrive avenue de Wagram et je vois un camion de pompiers et tout, et je vois dans la rue Troyon un autre camion de pompiers, je vois des tuyaux, et puis je vois bien que ça se passe au niveau de mon restaurant. Donc je me dis, bon, ça c'est une cata, surtout qu'on venait de faire des travaux il y a 5 mois avant. Et là, c'est vrai qu'il a fallu se remettre au travail tout de suite, et on rouvrait grâce, encore une fois, aux entreprises et tout, qui étaient tout aussi touchées que moi, parce qu'il fallait refaire le travail qu'ils avaient fait 5 mois avant. On a pu rouvrir un mois plus tard. Voilà. Et les risques ont continué lorsque vous avez pris le lieu où vous êtes aujourd'hui, l'hôtel de la Monnaie, qui est un lieu prestigieux à Paris. Mais c'était aussi un coup de folie au départ, Guy Savoie. C'était pas un coup, non, c'était d'abord un coup de foudre. Hein. D'ailleurs, je me souviens la première fois que j'ai visité ce lieu, au fur et à mesure que j'avançais dans l'espace, j'avais le restaurant qui se dessinait. Donc, vous voyez, c'était vraiment et pourtant, j'étais pas du tout, on m'avait pas du tout dit ce qui allait se passer, ce qu'on allait me montrer et tout. Et c'est en visitant les lieux que je me suis dit, mais ce lieu est incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais rentré du côté des fenêtres, là, j'ai le temps de compter les fenêtres en même temps que j'avance. Il y avait 11 fenêtres. Et tout, je me dis, mais c'est magique. Et après, je pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, bon, mais là, il va y avoir un appel d'offres, il faut présenter un dossier, et on verra quel dossier sera retenu. Et j'ai eu la chance que, au mois de mai suivant, c'était en novembre 2009, et en mai 2010, j'apprends que c'est mon dossier qui est retenu. Imaginez la joie. J'imagine le travail derrière, parce que il y a les saisons, il y a les nouvelles recettes, il y a tout ce qu'il faut faire autour. Ça aussi, c'est un travail quotidien, Guy Savoie. Oui, mais bon, cher Jacques, ça s'appelle le métier. Je crois que dans tous les métiers, il faut faire des choses. Ça ne se fait pas tout seul. Je crois que voilà. Et c'est là encore une fois, c'est dans cette multitude de choses à faire, à régler, qu'on trouve les sensations. Oui, et ça veut dire aussi, il y a ce côté magicien que vous avez, qui doit s'adapter aux saisons. Les saisons sont toujours très, très importantes pour vous. Mais je crois que oui. Bon, maintenant, on fait beaucoup de choses. Vous savez, il y a le grand mot à la mode actuellement qui est sobriété. Mais nous, dans nos métiers, c'est dans notre ADN. Je crois que les cuisiniers n'ont jamais rien gaspillé. Les cuisiniers, ils ont toujours fait en sorte de... Surtout... Moi, en plus, mon papa était jardinier, donc vous imaginez, j'avais conscience du temps qu'il faut pour faire pousser une carotte ou un truc. Donc, il n'est pas question, lorsque ces produits arrivent dans la cuisine, de les massacrer. Au contraire, le seul objectif, c'est de leur donner une deuxième vie. Et cette deuxième vie va apporter du plaisir à des convives qui sont juste de l'autre côté de la cloison. Donc, je dirais, c'est encore une fois, c'est notre ADN de faire en sorte qu'il n'y a jamais chez nous de gâchis, de faire en sorte de privilégier tous les producteurs qui sont près de chez nous. Et je peux vous garantir vraiment proche région parisienne, on a déjà une multitude de maraîchers qui peuvent nous fournir, en tout cas dans les belles saisons, les plus beaux produits. Et voilà, donc mais encore une fois, c'est notre ADN. Un diététicien m'avait dit il y a maintenant une 30aine d'années, c'est curieux, vous les cuisiniers, vous faites de la diététique intuitivement, mais diététique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire pas la diététique punitive, mais c'est vrai que un cuisinier fait attention, il met pas trop de gras, il met pas trop de sel, il fait attention que les cuissons soient justes, que les portions soient juste également, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas gaspiller, déjà pour le respect de ceux qui ont élevé, cultivé ces produits, et puis aussi par économie, parce que le mot économie
n'est pas vulgaire. Je crois qu'il faut pour qu'une maison perdure, pour qu'une entreprise continue, eh bien, il faut que le bilan en fin d'année, il soit positif. Et on doit tout mettre en œuvre pour que ce bilan soit positif. Et en revanche, vous n'êtes pas du genre, Guy Savoie, à vous économiser. On va en reparler dans quelques instants avec la sortie de ces 2 livres et une date, le 2 novembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Guy Savoie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Guy Savoie. Alors, c'est quand même assez rare, bon, je sais bien que c'est Noël, mais 2 livres en même temps, Le geste et la manière au Cherche-Midi, et surtout, c'est un livre étonnant, Guy Savoie cuisine les écrivains du XVIe siècle, avec Anne Martinetti et Alexis Voisenet chez Hercher, car vous êtes plongé dans le passé, et ça, c'est assez nouveau pour vous. Non, c'est-à-dire que cette idée est née avec Anne Martinetti, alors qu'on faisait un film avec son mari sur la cuisine au cinéma. Et à la fin de la séquence qui me concernait, je sais pas, on se met à bavarder, et puis elle me dit, il y a une chose qui n'a jamais été faite, c'est vraiment de faire la cuisine qui se faisait à certaines époques, et en puisant l'inspiration dans les textes des écrivains de ces époques. Et j'ai trouvé l'idée géniale, moi qui n'ai aucune culture littéraire. Je peux dire que... c'était pour moi très intéressant, quelque chose de très nouveau. Et lorsqu'on a décidé c'est elle qui a décidé, on va commencer par le XVIe siècle. On a commencé par le XVIe siècle. Bien sûr, il y avait des noms qui me disaient quelque chose. Rabelais, bien sûr, Ronsard. Mais alors, Louise Labbé, et puis... les autres, ça me disait absolument rien. Donc, elle a ressorti des textes où il était question de cuisine, ou de préparation culinaire, et puis avec Alexis, qui est l'un des seconds de la maison, on a rédigé 25 recettes qui collent à ces textes. Alors je peux vous dire, tout le monde connaît la rose de Ronsard, et comme il est question de fraises aussi dans l'un de ses poèmes, c'est achète des fraises et de la crème, je ne veux pas le faire. Donc il commence par achète des abricots, des pompons, des artichauts, des fraises et de la crème. Et quand au bord d'un ruisseau, tu les dégusteras au bruit de l'eau, étendue sur le rivage. Voilà. Donc, et j'ai dit, on va faire, pour Ronsard, on va faire un fraisier à la rose. Voilà. C'était tout trouvé. Pour Louise Labbé, région lyonnaise et tout, on a dit, allez, on va faire un saucisson en brioche. Mais autour, on va mettre du chou et de la pistache. C'est-à-dire que la pistache n'était plus dans le saucisson, mais elle était dans la garniture autour. Et puis au 16e, c'est vrai que moi j'ai pris conscience que là, arrivaient des nouveaux produits. C'est là aussi que commençait vraiment la transmission. C'est-à-dire que c'est important. C'est-à-dire qu'on parle, les gens transmettaient leur savoir. Et puis il reste quand même, les mots rabelaisiens, gargantuesques ou pantagruéliques, ça vient de toute la littérature du XVIe. Oui, c'est en fait, si vous voulez, même vous dites dans ce livre que si Gargantua n'avait pas existé, Frédéric Dard n'aurait sans doute jamais existé, Guy Savoie. Oui. C'est vrai qu'il y avait, en tout cas Frédéric Dard peut-être, mais Bérurier certainement pas. Voilà. Mais vous vous rendez compte que San Antonio, il a écrit 200 romans alors qu'il pensait en faire un au départ. En cherchant le nom dans un atlas, il a ouvert à la page San Antonio. Il n'imaginait absolument pas ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, il est comme vous de Jallieu, c'est la famille. Absolument, absolument. D'ailleurs, on a été fait en même temps que Yvon Gattaz, il y a déjà maintenant une 30aine d'années. On avait été fait citoyen d'honneur tous les 3. Vous imaginez ma fierté, me retrouver aux côtés de Frédéric Dard et de Yvon Gattaz, qui à l'époque était président du CNPF, ce n'était pas encore le MEDEF. Voilà. Alors, il se trouve que vous évoquez dans ce livre aussi la pâtisserie qui a commencé au temps de Catherine de Médicis. Oui. Le premier livre, c'était L'honnête volupté au temps de l'imprimerie. Et puis, vous évoquez Clément Marot, un poète qu'on connaît par ses rues, et qui était en prison et qui sont sortis par des pots de vin, apparemment. Bon, écoutez, ça existait déjà. Oui, en fait, au XVIe siècle, verser un pot de vin signifiait simplement donner un pourboire. Voilà. C'est une somme qui permettait de se payer à boire. Absolument. Oui, c'est le pourboire. Et on constate que finalement, depuis le XVIe siècle, la cuisine française n'a jamais cessé d'évoluer. Elle évolue en permanence, mais alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, on a la chance d'habiter un pays merveilleux, où tout pousse, tout se pêche, tout s'élève, tout se cultive. Et puis, grâce à cette diversité de produits, est née au fil des années, des siècles surtout, grâce au travail et à l'observation des femmes et des hommes, on a développé tous ces savoir-faire qui sont uniques au monde.
tous ces savoir-faire de l'artisanat. Je pense bien sûr aux vignerons, je pense aux différents fromages qu'on a, à la boulangerie, je pense à la pâtisserie, je pense à la charcuterie, à la cuisine bien sûr. Et tout ça, bon, tous ces savoir-faire, toute cette diversité de produits et de savoir-faire ont débouché sur ce mot qui est encore une fois magique, qui est le mot gastronomie, et gastronomie qui est l'ingrédient principal de l'art de vivre à la française. Oui, et lorsque... Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a maintenant 11 ans, enfin quand, en l'appelant repas gastronomique des Français. C'est un beau mot. Alors il faut savoir aussi que justement les artisans, Bernard Loiseau avait été le premier à les défendre dans sa région, le Morvan, et vous avez enchaîné aujourd'hui, et vous avez été le premier, et beaucoup le font aujourd'hui, c'est la défense des artisans. Absolument. Locaux. Bien oui, c'est artisan mes frères. Oui. Mais on voit aujourd'hui dans les boutiques maison un tel qui propose tel plat, ça n'existait pas voici 30 ans. Mais bien sûr, non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute cette diversité de produits et de savoir-faire, bon, on fait grâce à la sensibilité et le savoir-faire, et après la sensibilité de chaque artisan, on a cette multitude de propositions, encore une fois, unique au monde. Et dans ce livre, donc, où vous cuisinez les écrivains du XVIe siècle, on découvre aussi que finalement, on mangeait beaucoup plus et que c'était pas tellement bon pour la santé à cette époque. Alors, on mangeait beaucoup plus, mais ça dépendait quoi. Par exemple, j'ai appris, moi, qu'à cette époque, la viande, déjà, était un produit coûteux. Et voilà, mais on apprend aussi que bon, on a au XVIe siècle les premières tomates, le maïs, enfin des choses, des produits qui arrivent. Pommes de terre. La pomme de terre, c'est peut-être un peu plus tard. Ouais. Voilà, c'est tout ça. Et pour moi, c'est puiser dans tous les textes de ces écrivains, participe aussi à une forme de consolidation de mon socle de formation. Oui, et en même temps, lorsqu'on voit quelques recettes qui se préparaient au XVIe siècle, c'était pas forcément ce qu'on pourrait manger aujourd'hui. Mais on faisait attention à la santé, mais peut-être pas aussi bien. Bon, mais vous savez, on relate toujours je me suis aperçu chez les écrivains un peu les événements exceptionnels. Hein, les gens je pense à cette époque, ne mangeaient pas tous les jours les repas. Comme nous, on fait pas tous les jours des repas de mariage ou des repas pentagruéliques où on reste 4-5 heures à table. Donc, mais c'est bien de raconter les événements exceptionnels. Alors, il y a cet autre livre, Le geste et la manière, vive la gastronomie française au Cherche-Midi, où vous racontez entre autres, Guy Savoy, ce confinement qui a été vraiment une catastrophe pour tout le monde et pour vous aussi. Oui, bien sûr. Ça. Alors, j'ai l'air un peu idiot de parler encore de ce confinement mais je n'oublie pas tous les drames, tous les malheurs, toutes les souffrances qui ont été liées à ce virus. Mais c'est vrai que moi, il fallait que je finisse de balancer mes derniers relents de mal-être pendant cette période qui a été très difficile. Je le répète pour beaucoup de monde. Mais bon, ce qui était difficile, c'est d'abord d'avoir été fermé à peu près en 4 heures. Hein. On nous a dit un samedi à 19h30, ce soir à minuit, c'est fini. Hein. C'était en mars 2020. Et après, de cette incertitude de ne pas savoir quand ça allait s'arrêter, quoi. C'était un truc incroyable. Alors bien sûr, il y avait des aides. Mais les aides n'ont pas toujours suffi. Moi, j'ai encore pas mal de dettes. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu beaucoup comment dire, de désarroi, et puis parfois l'impression de vivre un peu une injustice. Alors c'est vrai que je pense que c'était très difficile de prendre les décisions au plus haut niveau, mais c'est vrai que je me souviens avoir ironisé lorsque les mesures sanitaires devaient être mises en place sur l'espacement des tables et tout. Ma première réaction avait été de dire, mais moi, si je dois suivre ces mesures, il faut que je rajoute des tables. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y avait des lieux, aussi bien à Paris qu'en région, qui auraient peut-être pu continuer à fonctionner parce qu'il y avait des grands espaces et qu'on pouvait, même en limitant la jauge, on aurait pu maintenir une activité pour plein de raisons déjà. Parce que si nous avons eu des aides, nos partenaires, les fournisseurs ne les ont pas forcément eu. Et puis on a nos étudiants à nous, qui sont les apprentis et les stagiaires,
qui ne peuvent pas ils peuvent pas apprendre la cuisine par écran interposé. Donc tous ces gens-là, ils n'avaient plus la possibilité justement d'acquérir ce geste en faisant leur métier in situ. Donc voilà, tout ça, il y avait quand même des conséquences qui étaient graves. Et puis je me suis aperçu en fait que j'étais pas fait pour ne rien faire. Voilà. Je le crois surtout. Et ce qui vous a surpris, et vous le racontez dans ce livre Guy Savoy, c'est qu'on a même interdit la pêche à la ligne. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ou les balades sur la plage, je crois. Ouais, non ouais, c'est ouais, ça. Bon, c'est bon. Et ce qui vous a sauvé aussi, c'est ce que Jean Ferrat évoque dans une chanson. Pourtant que la montagne est belle. Comment Chanson écrite en 1965 quand il découvre Entraigues, il tombe amoureux de cette région et il ignore que cette chanson, aujourd'hui, est enseignée dans les écoles. Et c'est vrai que la montagne, pour vous, ça a été la sauvegarde. Oui, c'était la sauvegarde. J'ai eu la chance à l'époque d'avoir des amis qui ont investi dans un magnifique hôtel à la montagne. Hein. C'est à Villars-sur-Olon, le Villars Palace, un lieu magique. Et c'est vrai, le fait de leur donner un coup de main pour, ne serait-ce que l'aménagement des cuisines, me permettait de m'échapper là-bas de temps en temps. Et c'est vrai que ça a été salutaire, quoi, de voir des sapins, parfois même enneigés, donc ça fait du bien. Oui, et voir du blanc s'empêche de broyer du noir. C'est très joli. Et pour un homme en couleur comme vous, c'est parfait. Mais alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il a fallu maintenir vos équipes, et pour ça, il y avait les zooms, les écrans. Voilà, tous les 10-12 jours, j'essayais de montrer que j'avais pas le moral à zéro et de tenir l'énergie des équipes en état et de leur dire que tout ça allait pas durer longtemps, mais et voilà, donc c'est vrai que c'était important de maintenir cette cohésion des équipes et puis cet optimisme surtout. En tout cas, à défaut d'optimisme positif, parce que certains m'ont avoué, les plus anciens m'ont avoué lorsqu'on a rouvert en juin 2021, on pensait que vous alliez arrêter. C'était mal me connaître parce que je me suis vraiment rendu compte, si jamais le mot retraite n'a jamais vraiment encombré mon vocabulaire, mais là je peux vous dire que je me suis aperçu que je suis convaincu que le mot retraite n'encombrera jamais mon vocabulaire. C'est déjà une bonne nouvelle pour celles et ceux qui vous aiment, mais surtout vous évoquez dans ce livre aussi que la gastronomie est un patrimoine plus que jamais à défendre, et cette période vous a permis de le comprendre un peu plus. Le comprendre un peu plus, parce que là, c'était quand on parlait d'essentiel, vous savez, essentiel, on s'aperçoit que lorsqu'on peut plus aller au restaurant, au théâtre, au spectacle, enfin lorsqu'on peut plus vivre normalement, je veux dire, oui, on s'attaque à l'âme. Donc, non, c'était important que cette activité, que toutes ces activités que je viens de citer reprennent, bien sûr. Et vous donnez une idée qui me semble intéressante et qu'il faudra transmettre au gouvernement. Vous voudriez que le ministre du Tourisme, Guy Savoy, soit au château de Versailles. Voilà. Pourquoi ? Je dis, mais non, parce que bon, on est le premier pays touristique au monde avec tout ce qui fait l'attrait de la France, la gastronomie, bien sûr, dans la gastronomie, j'englobe tout, hein, les vins, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on exporte, je crois, que 14 milliards d'euros de vin chaque année, ce qui est quand même énorme. Donc, oui, je pense que ça mériterait un geste très fort. Moi, je milite bien sûr qu'il y ait un secrétariat d'État au tourisme qui dépend du Quai d'Orsay. Mais aujourd'hui, on devrait avoir un très grand ministère du tourisme, et pour qu'il ait un impact encore plus fort qu'on le mette dans une aile du château de Versailles, quoi. Voilà. On irait le visiter chaque week-end, ce serait absolument bien. Et puis, il y a quand même une recette que vous avez confectionnée pendant le confinement, c'est la pêche à la patate. La pêche la patate, ouais. Bon, ça, c'était un trait d'humour. J'imaginais bien, cher Jacques Pessy, que vous alliez mettre le doigt sur ce trait d'humour. Oui. J'ai pas pu m'empêcher de faire en fait un dessert, que j'ai appelé la pêche la patate, parce que déjà c'est assez singulier de mettre en dessert de la pomme de terre, mais il faut dire qu'elle était cuite avec, on y avait bien enlevé elle était émincée, on avait bien enlevé son amidon, on le faisait cuire avec un peu de beurre et de miel, et lorsqu'elle était bien brillante, un peu brune, on la déposait donc très chaude sur des quartiers de pêche qui étaient disposés en rosace, et j'avais appelé ça la pêche la patate, parce qu'il fallait bien trouver une solution pour reprendre, j'allais dire, cette putain de pêche et patate, quoi. Que vous avez plus que jamais, et on le constate en lisant ces deux livres. Guy Savoy cuisine les écrivains
16e siècle avec Anne Martinetti et Alexis Voisnet chez Hercher, et Le geste et la manière, vive la gastronomie française au Cherche-Midi. 2 cadeaux de Noël parfaitement convenables pour tout le monde. J'encourage. Encouragez. Merci Guy Savoie, et puis continuez. Merci. Ne partez surtout pas en retraite. Merci, cher Jacques Pessy. Vous savez que en cette matière, vous avez toujours été mon exemple. Eh bien, continuons tous les deux. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.